Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les commandes DOS de Windows pour pouvoir gérer et modifier des paramètres de Windows, lancer des commandes rapides, plus rapides qu'avec l'interface graphique, ou comment, avec ces commandes, pouvoir réparer Windows, surtout quand il ne démarre pas ou quand l'interface graphique n'est pas disponible. À ce moment-là, l'invite de commande permet de réparer des anomalies. Le système et les invites de commande s'appellent en général shell et ça existe sur tous les systèmes d'exploitation comme Linux, Windows bien sûr, iOS, etc. Et ça permet donc de lancer directement des commandes et de discuter avec le système d'exploitation. Et souvent, ces commandes sont plus rapides que le lancement des interfaces graphiques. Donc, pour lancer l'invite de commande, le plus simple, c'est de taper CMD ici, dans la barre de recherche de Cortana. Et donc là, vous lancez une invite de commande et on tape les commandes directement en mode texte. Par exemple, la commande dire va afficher tout le contenu d'un répertoire, ici du répertoire courant. En général, la plupart des commandes doivent s'utiliser en mode administrateur et donc il faut lancer la commande, l'invite de commande en mode administrateur. Pour cela, donc on tape par exemple CMD. Ici, on a application et là, on clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Il faut rentrer le mot de passe administrateur et on arrive sur la console. Donc on peut modifier l'affichage de cette console en changeant la taille des polices de caractères, la police, etc., les couleurs. On peut changer la taille, etc., avec ces paramètres, ou alors on peut aussi la modifier la taille comme ceci, en touchant sur la touche CTRL et la molette de la souris, on peut également agrandir ou diminuer l'affichage des caractères. Donc ça, c'est l'invite de commande traditionnelle, la commande CMD. Il y a également PowerShell qu'on peut lancer, qui se lance de la même façon. On tape PowerShell, qui est un langage également de programmation et qu'on peut lancer en mode normal ou en mode simple. Ici, pareil, exécuter en tapant PowerShell ici. On va le lancer en mode standard. Et donc là, on a également, on peut rentrer les commandes DOS. Ici, si je tape dire, je vais avoir le même affichage que tout à l'heure. Bon, c'est peut-être un peu plus joli que la commande CMD. Et là, on a les différentes commandes de PowerShell. Alors, PowerShell, c'est un programme bien compliqué. Comme je disais, c'est un langage de programmation obligé. On peut faire beaucoup de choses, des scripts d'automatisation, etc. Mais ça demande d'abord de bien comprendre comment fonctionne ce logiciel et comment on le programme. Donc, pour quitter une console, eh bien, on tape Exit. Et on ferme la console, ou alors on clique ici pour la fermer. Ça, c'est deux façons d'ouvrir des invites de commande. Moi, j'utilise le terminal de Windows, qui est une application de Microsoft qui est relativement récente, mais qui n'est pas installée par défaut et qui doit être installée à travers le Microsoft Store. Donc pour ça, on le lance, Microsoft Store. Et là, pour installer l'application, on tape Windows Terminal. Application ici. Voilà. Et il va chercher l'application. Et donc, vous pouvez l'installer en cliquant ici sur Installer. Moi, je l'ai déjà installé. Et donc,
Une fois qu'elle est installée, eh ben, vous pouvez ici taper terminal. Donc là, vous voyez que c'est une application et donc vous pouvez l'ouvrir soit en mode normal. Donc dans le terminal, vous pouvez ouvrir du PowerShell, l'invite de commande ou le cloud de Microsoft Azure, une console de commande. Et donc là, pour la lancer en mode administrateur, c'est ici. Et comme il y a beaucoup de commandes qui doivent être lancées en mode administrateur, souvent on utilise donc l'invite de commande en mode administrateur. Donc moi je l'ai déjà installé et j'ai une icône de commande ici. Donc pour ça je fais un clic droit et je vais le lancer en mode administrateur. Alors l'avantage de Windows Terminal, c'est qu'il est un peu plus agréable à utiliser que les autres commandes et il est très personnalisable. Ici, vous voyez que c'est une commande PowerShell. Et donc là, on a des couleurs, etc. Je fais dire, vous voyez que j'ai bien toutes les commandes qu'on a vues tout à l'heure, mais avec des couleurs et un fond d'écran qu'on peut modifier facilement. Donc là, ça s'ouvre à partir d'onglet. Si je veux ouvrir une invite de commande, ici, je clique et donc j'ai un mode de commande, ici, une invite de commande, comme tout à l'heure, en mode administrateur. Si je veux changer, si je vais dans paramètres, j'ouvre l'onglet paramètres ici, et si je vais dans l'invite de commande, par exemple, ici, eh bien, si je vais dans apparence, je peux changer la police, l'image de fond d'écran, d'arrière-plan, mettre une image animée et rendre, pour chaque console, je peux faire un paramétrage différent avec des transparences. On a ici ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire qu'on a un chemin et un signe supérieur ici. Donc ce chemin vous indique où vous êtes. Là, on est sur le disque C, dans le répertoire User et le sous-répertoire qui s'appelle Route Mars, qui est le répertoire utilisateur de l'administrateur. Et ici, on a un signe supérieur qui indique la fin du shell. Et donc, on tape les commandes ici. Par exemple, on a vu la commande dire tout à l'heure, qui affiche le contenu du répertoire ici, route Mars. Si je veux changer de disque et aller sur le disque C, le disque D par exemple, je tape D deux points. Et là, vous voyez que je suis sur le disque D. Et si je tape dire, j'ai le contenu du disque D. Si je veux avoir la liste des commandes, des principales commandes, elles ne sont pas toutes là, je tape Help et j'ai, disons, ici une liste de commandes parmi les plus utiles ou les plus utilisées. Par exemple, la commande tri qui affiche le graphisme de la structure de répertoire. Si je tape dire, donc j'ai le répertoire. Si je tape tri, j'ai le répertoire complet du disque C qui va s'afficher sous forme semi-graphique. Donc c'est un peu long, il y a tous les fichiers, tous les répertoires du disque D. Si je veux afficher ce répertoire page par page, j'appuie sur la touche Alt-GR et la touche 6 du clavier pour avoir une barre verticale et je tape More. Donc là, je vais pouvoir faire défiler page par page. Vous voyez que là, il m'affiche une page, dès que ça dépasse la fenêtre, eh bien, j'appuie sur chaque touche pour le faire défiler tout doucement. Si je veux arrêter une commande en cours qui est trop lente, comme par exemple arriver avant la fin, je tape CTRL-C et j'arrête la commande. Si je veux avoir de l'aide sur une commande, je peux faire help dire, par exemple, ma commande. Voilà, et donc là, j'ai la syntaxe de la commande, c'est-à-dire que la commande, je fais dire, le numéro de lecteur, le drive, hein, c'est la lettre C, D, etc., avec les deux points, et le chemin d'accès et les différentes options qui sont disponibles. J'ai la commande également CLS, et une fois que
j'ai plus besoin des informations de l'écran, je peux faire le ménage, je tape CLS, Clear Screen, et ça va m'effacer tout ce qui a été écrit par les commandes précédentes. Donc pour avoir les options également, donc on peut taper Help et le nom de la commande, comme on a vu tout à l'heure, ou alors on peut taper également la commande dire / un point d'interrogation et on obtient la même fenêtre que tout à l'heure. Donc quand on regarde un peu toutes les options, on voit que dans la commande dire, on a par exemple Q, l'option Q pour afficher les propriétaires du fichier. Et on a également la commande /t qui va faire avec les sous-commandes, les sous-options C création AW. Donc si je prends l'option T et W, je vais utiliser ici afficher les dates de dernière écriture. Donc voilà la commande normale tir. Voilà, et maintenant je vais la lancer avec les options. Donc je fais dire /Q pour avoir le propriétaire des fichiers et la commande T, l'option TW. Et donc là vous voyez que la commande a changé, enfin l'affichage a changé. Donc là j'ai la date de dernier accès, la dernière fois que j'ai accédé au répertoire. Là, dire, ça me dit si c'est un répertoire. Donc, quand c'est dire, ça veut dire que le fichier, ici, archive, c'est un répertoire. Et que ça, par exemple, où je n'ai pas dire, ça, c'est un fichier qui s'appelle commande.bat et qui a une tâche de 804. Là aussi, c'est un fichier. Et tout ça, ce sont des répertoires. Donc, voilà comment on affiche une commande avec ces options. Alors, il y a de nombreuses commandes de base. Les commandes basiques, c'est déjà changer de répertoire. On a vu que si je tape C2 points, je me retrouve sur le disque C et dans le répertoire User Route Mars. Si je veux remonter, j'ai deux options. Je tape CD 2 points et je remonte d'un cran. Donc, je remonte, je me retrouve dans le répertoire User. Et si je tape CD 2 points, je me retrouve à la racine. Donc chaque fois, je remonte d'un cran. Évidemment, si je suis déjà à la racine du disque, je tape CD, je reste à la racine. Si je veux changer de répertoire, je me remets sur le disque D, pour pas faire de bêtises. Si je veux aller dans le répertoire, on a vu qu'il y avait un répertoire archive, ben je tape CD archive. Alors, j'ai pas besoin de taper tout le nom. Si je tape le début du fichier et que je touche sur la touche Tab, il va me compléter automatiquement le nom du fichier. Donc je fais CD archive, je fais un dir, voilà, et là-dedans j'ai le fichier, le répertoire par exemple ACHBDD, et si je fais CD, pardon, ACH2.BDD, je fais compléter avec la touche, je me retrouve dans ce répertoire. Si je veux revenir à la racine du disque D, je peux faire CD 2 points, je retombe dans archive, CD 2 points et je retombe du D, ou alors je tape CD, lâche et je reviens directement à la racine. Ça veut dire remonter à la racine. Donc on a vu la touche Tab qui permet de compléter automatiquement le contenu. Ensuite, je vous laisse regarder dans les commandes, on va en voir certaines. Vous avez les commandes copie, par exemple, qui permet de copier des fichiers. Vous avez la commande xcopy également, qui est un peu plus forte que la commande copie et qui permet de copier des répertoires entiers et des sous-répertoires. Vous avez la commande robocopy également. Ça, robocopy. On verra la syntaxe un peu plus tard de ce type de commande. Et qui va vous permettre, si par exemple vous copiez tout un lecteur complet sur un autre lecteur et qu'il y a énormément de fichiers, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Et par contre, si vous interrompez la commande, avec la commande copie ou xcopy, vous êtes obligé de tout recommencer au départ. Avec robocopy, si vous interrompez la commande, pour une raison ou pour une autre, et que vous la relancez, eh bien, elle va reprendre le travail là où elle s'était arrêtée la dernière fois, et donc ça permet de gagner du temps.
On a également les touches haut et bas, les flèches, qui vous permettent de vous balader dans les commandes que vous avez déjà tapées et éviter de le retaper éventuellement. On a vu la molette de la souris également en appuyant sur la touche CTRL qui permet d'agrandir ou de diminuer la fenêtre. Une option intéressante est que au lieu d'afficher les éléments, les sorties sur la console, vous pouvez également les enregistrer dans un fichier. Par exemple, la commande dire, ici, si je fais dire le signe supérieur dans le fichier rep.txt, eh bien, ça va m'enregistrer la sortie, le répertoire, là, ça va me l'enregistrer dans un fichier qui va s'appeler rep.txt. Voilà, je fais ça. Et si je fais dire maintenant, eh bien, je vais trouver un répertoire rep.txt ici qui a été créé et qui contient les informations qui ont écrit que je peux ouvrir avec le bloc-notes ici, par exemple, de Windows, ouvrir. Donc, je vais dans le répertoire D. Voilà. Et là, j'ai rep.txt que j'ouvre et là, j'ai le contenu qui a été affiché. Alors, si je refais la commande, si je fais une autre commande, par exemple, ipconfig, qui donne la configuration réseau de mon ordinateur, ipconfig, voilà une autre commande, j'ai ici les adresses IP, etc. de toutes mes cartes réseau qui sont branchées sur l'ordinateur. Et donc cette ipconfig, eh ben, je peux également l'enregistrer dans un fichier. Si je prends le même fichier rep.txt, eh bien à ce moment-là, cette commande va écraser le contenu du fichier rep.txt, c'est-à-dire la liste des répertoires pour les remplacer par cette sortie que vous voyez au-dessus, des cartes Ethernet et des adresses réseau de l'ordinateur. Donc, si par contre je veux pas effacer le fichier et rajouter les informations qui sont dessus, eh bien, ici, je mets, au lieu d'avoir un seul signe supérieur, j'en mets deux, et ça veut dire que la sortie de ipconfig va se rajouter au fichier existant. Donc, je lance la commande. Donc là, il ne me dit rien, ça veut dire que la commande s'est bien passée. Donc, je rouvre mon fichier. Vous voyez que j'avais ça avant. Donc, je le rouvre. Rep.txt. Et vous voyez que a été rajouté la sortie de ipconfig. Alors, il y a des textes qui sont mal recopiés. Ici, tout ce qui est accent, etc. n'est pas reconnu. Donc, pour ça, il faut changer la page de code du bloc-notes ou utiliser un programme pour ouvrir les fichiers comme Notepad++ qui va vous permettre d'afficher ces caractères avec la page de code qui va bien. Donc ça, c'est pratique quand on a des informations à garder, qu'on veut consulter plus tard, pour les enregistrer dans un fichier texte qu'on peut ensuite retraiter avec Excel ou avec une base de données pour faire des recherches. Si je tape la commande del, rep.txt, ça va m'effacer le fichier rep.txt. Je peux remplacer pour certaines commandes, ici, le nom et une série de lettres par l'étoile. C'est ce qu'on appelle un joker. C'est-à-dire que là, ça va... l'étoile veut dire n'importe quel caractère qui se trouve avant .txt. Donc, tous les fichiers qui se terminent par txt vont être effacés. Et si je fais, par exemple, étoile.étoile, une commande très dangereuse, eh bien, je vais effacer tous les fichiers qui sont sur le disque D. Donc, il faut faire très attention avec ces commandes à ce qu'on fait. On peut faire très rapidement des bêtises, surtout si on est en mode administrateur. Si vous êtes en mode standard, les fichiers système ne seront pas effacés parce que vous n'avez pas les droits.
Donc, si je veux effacer mon fichier rep.txt, et bien del rep.txt, voilà, et si je fais un dire, on voit que mon fichier a été effacé sans autre demande de validation. On peut faire des scripts, c'est-à-dire enregistrer dans un fichier un certain nombre de commandes pour pouvoir les lancer automatiquement. Je vais ouvrir le bloc-notes. Le bloc-notes, je peux également le lancer directement. Notepad, par son nom, .exe. Voilà, là, je lance le Notepad et je vais écrire des commandes. Donc, je les ai mis en mémoire. Voilà. On va un peu augmenter la police. Un peu plus lisible. Voilà. Donc là, j'ai un certain nombre de commandes que j'inscris ici. Là, vous avez une commande title avec le nom de la fenêtre qui va s'afficher. C'est un détail. Hein. Là, la commande echo, ce sont des phrases et des commentaires qui vont être écrits sur la console. Et là, ce sont des remarques, simplement pour comprendre ce qu'on veut faire. C'est considéré comme un commentaire et ce ne sera pas interprété comme une commande. C'est-à-dire qu'au moment où le fichier va être exécuté, ça va être totalement ignoré. Et là, on a des commandes. Alors, on a la commande, par exemple, mkdir, qui va créer un texte, un répertoire. Mkdir, ça veut dire créer, c'est la commande, hein, créer le répertoire dans le disque D et qui va s'appeler test 1. Là, on va avoir la commande mkdir qui va créer le répertoire test 2 avec un espace entre test et 2 qui va être un sous-répertoire de test 1. Voilà. Cette commande est entre guillemets, puisque j'ai un espace, pour qu'il soit bien interprété comme espace, je suis obligé de mettre le texte entre guillemets. Voilà. Donc chaque commande équipe une ligne, enfin occupe une ligne. Si je veux mettre plusieurs commandes sur la même ligne, eh bien je peux utiliser la commande éperluette et donc j'aurai cette commande qui va exécuter d'abord et ensuite je vais avoir la deuxième commande. Et si je mets deux éperluettes ici, eh bien je vais avoir la première commande qui va s'exécuter et si cette commande s'est bien passée, la deuxième commande va être exécutée. S'il y a un problème sur cette commande qui pour une raison ou pour une autre échoue, hein, parce qu'il y a une erreur de syntaxe ou que le fichier ou le répertoire ne peut pas être créé, eh bien à ce moment-là, la commande ici ne sera pas lancée et ça va passer à la commande suivante. Voilà, ici, je me mets dans le répertoire test 1, je lance la commande ipconfig qu'on a vu tout à l'heure et j'enregistre ça dans un fichier ipconfig.txt qui est dans le répertoire test 1. Ça, c'est pour arrêter d'afficher les commentaires. Là, je fais type ipconfig mort, ça va afficher le contenu du fichier ipconfig sur la console. Hein, et mort, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour afficher page par page. Et là, je vais afficher la liste des tâches et également que je vais enregistrer dans le fichier txt. Et ça, ensuite, le fichier tâche.txt, le fichier ipconfig.txt qui est dans test 1, avec la commande move ici, eh ben, je vais la déplacer dans le répertoire test 2 et je vais l'appeler tâche2.txt. Voilà. Ensuite, je mets une commande pause pour arrêter le programme et ne pas fermer la fenêtre pour qu'on puisse voir les commandes. Sinon, dès que la fenêtre est terminée, enfin le programme est terminé, la fenêtre se ferme et on voit rien. Pour que ce soit une commande, je fais enregistrer sous. Voilà, je l'enregistre sous D. Voilà. Et je vais appeler mon fichier commande. Je donne le nom que je veux. Voilà. Commande. Et par contre, ce qui est important, c'est que à la place de txt, je mets l'extension bat. Voilà. C'est enregistré.
ça, je peux fermer. Donc, si je fais un dir, vous voyez, j'ai mon fichier commande bat. Alors, l'extension bat, eh ben, CMD va la reconnaître, l'invite de commande, comme un fichier à exécuter automatiquement parce qu'il a l'extension bat. Donc, si je me mets dans le répertoire B, je tape commande .bat et je lance mon fichier. Donc, on voit hein, les commentaires, etc., les commandes qui sont affichées. Ça, c'est les commandes echo. Si je mets echo off, ça empêche l'affichage de ces commentaires. Donc là, j'ai ipconfig qui s'affiche, hein, comme j'ai demandé, avec l'option more, hein, qui permet d'afficher page par page. Et là, j'avais déplacé un fichier que j'avais copié donc dans le fichier test2. Je fais un dire, vous voyez que là a été créé le fichier test1, ici, voilà, cd test1. Là, si je fais un dir, j'ai un fichier, un répertoire test2 avec l'espace. Qui a été créé. Et là-dedans, j'ai le fichier tâche2 que j'ai déplacé. Hein. Et si je veux voir son contenu, je suis dans test2, je fais par exemple type tâche2 pluriel .txt et c'était la sortie de la commande ipconfig qui avait été copiée dans ce fichier. Vous avez énormément d'autres commandes hein, que vous devez découvrir et retenir celles qui vous intéressent. Par exemple, si vous tapez CTRL, vous ouvrez le panneau de configuration, ici. Voilà. Il suffit de taper CTRL. Hein. Des fois, ça va plus vite que de chercher le panneau de configuration parce que avec les évolutions de Windows, on ne sait jamais où elles sont. Donc, CTRL et vous pouvez lancer beaucoup de programmes comme ça. Alors, il y a des programmes qu'on peut lancer, hein, comme Calc, la calculatrice, par ligne de commande. Voilà. Tout ça se fait. Pourquoi? C'est parce que on a des variables d'environnement dans Windows, passe pour les afficher. Vous avez dans les variables d'environnement un certain nombre de répertoires qui sont enregistrés. Chaque fois que vous tapez le nom d'un fichier, eh bien pour le trouver, Windows va le chercher dans ses répertoires. Et donc, s'il n'est pas dans ce répertoire, Windows ne va pas le trouver. Si je tape, par exemple, WinWord, qui est la commande Word, pour lancer Word, hein, il va me dire qu'il ne la connaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans le répertoire. Donc, pour lancer WinWord, par exemple, si on veut le lancer en ligne de commande, il faudrait rentrer le chemin de WinWord dans la variable d'environnement. Donc là, il y a des commandes hein, pour le mettre à jour. Ou alors, taper le chemin hein, de WinWord. On peut également supprimer une tâche. CLX pour effacer l'écran. Là, hein, en tapant la commande task list, j'obtiens toutes les commandes qui sont en cours et les programmes qui sont lancés. Et des fois, quand un programme plante, eh bien, on utilise la commande, le gestionnaire de tâches, hein, CTRL ALT supprime et lancer la commande de tâche pour fermer la commande, eh bien, on peut également tuer une tâche directement en tapant son nom dans une console de commande. Et là, c'est la commande task kill. Voilà, task kill, je la tape. Voilà. Et donc, par exemple, si je veux supprimer le gestionnaire de fichiers, ici, il s'appelle Notepad, je l'ai en exemple, eh bien, je tape cette commande notepad.exe. Alors, pour faire d'ailleurs, le mettre dans le presse-papier, je sélectionne, je fais CTRL-C, et ensuite, je fais un clic droit ici, et vous voyez que j'ai le copier-coller qui se fait. Donc, en faisant task list, je peux avoir le nom et le numéro attribué par Windows au processus. Je peux également taper le nom de l'exécutable qui est en cours. Donc là, il est en cours.
Donc la commande c'est task_kill/im et le nom du fichier qui est en cours de l'exécutable. Donc je fais entrer et vous voyez que mon notepad là qui était ouvert s'est fermé. Donc ça peut être intéressant pour supprimer des programmes. Alors vous avez également dans l'article comment ouvrir des lecteurs réseau, comment ouvrir un lecteur OneDrive. Tout ça c'est expliqué dans l'article. Je ne vais pas le faire dans la vidéo pour ne pas qu'elle soit trop longue. Mais si on voulait faire toutes les commandes, eh bien il faudrait plusieurs heures pour les détailler toutes. Donc on voit que ces commandes sont assez rapides et relativement simples à utiliser, mais très puissantes. Mais par contre, comme il y en a beaucoup, eh ben, il faut les apprendre. On retient quelques-unes, hein, comme lancer, comme on a vu avec contrôle, par exemple le panneau de configuration, ça va très vite et ça peut être beaucoup plus simple. Mais s'il y a 3 commandes à retenir, la première, c'est la commande chkdsk qui va vérifier le disque dur. Donc, vous lancez cette commande chkdsk, le disque que vous voulez vérifier. Donc, par exemple, je veux vérifier le disque C et vous avez les options. Alors, si vous voulez réparer automatiquement, par exemple, les erreurs éventuelles, vous faites /f. Évidemment, avec help chkdsk, vous aurez toutes les options disponibles. Donc, si je lance la commande, il va vérifier le disque C. Pour ça, il est obligé de le démonter. Donc, si le disque est utilisé, notamment le disque C, il ne peut pas le faire tant que Windows tourne. Donc là, il va vous proposer de faire les corrections au prochain redémarrage de Windows. C'est-à-dire qu'avant de lancer Windows, il va faire la vérification et la correction des erreurs. Donc, si vous tapez oui, O, il va, au prochain redémarrage, il va lancer la vérification du disque. Et si vous tapez non, eh bien, il ne va pas faire de vérification. Je tape non. Ça, c'est une commande qui est à lancer et qui est pratique et qu'il faut lancer régulièrement, notamment après un plantage de Windows, hein, pour vérifier que vous n'avez pas de problème disque. Le deuxième, c'est la commande sfc/scan_now qui, elle, va vérifier les programmes système de votre Windows et faire les réparations s'il y arrive. Donc c'est assez long, ça peut durer 20 minutes, 30 minutes au moins. Donc là, il va vérifier tous les fichiers système et s'il trouve des erreurs ou des fichiers corrompus, eh bien, il va essayer de les réparer. Donc quand vous avez des choses qui ne marchent pas sous Windows, des petits plantages, des applications qui tournent mal ou qui ne se lancent pas, lancez cette commande et ça peut vous régler le problème automatiquement. Donc à la fin de la vérification, il va vous dire qu'il a trouvé éventuellement aucune erreur, donc votre système est sain, qu'il a éventuellement trouvé des erreurs et qu'il a pu les corriger, ou aussi qu'il a trouvé des erreurs mais qu'il n'a pas pu les corriger. Donc à ce moment-là, vous avez une troisième commande à lancer. Là, je fais CTRL-C hein, pour arrêter. ISM/online cleanup image restore else et qui va cette fois-ci lui corriger en téléchargeant des fichiers sur le site de Microsoft pour remplacer les fichiers corrompus. Là, il faut que vous ayez une connexion Internet fonctionnelle pour faire ça. Donc là, j'appuie sur Enter. Vous voyez qu'il va lancer l'image. Et donc là aussi, c'est assez long. Hein. Je vais arrêter si elle veut bien. CTRL-C la commande. On a vu qu'on pouvait faire des fichiers également de script pour automatiser des actions. Eh bien, une commande qui est la commande shutdown qui permet d'éteindre un ordinateur. Shutdown, on va voir l'aide sur cette commande. Vous avez de nombreux paramètres. Si vous mettez S, ça va éteindre l'ordinateur. Alors cette commande, eh bien, je l'ai mis moi sous un fichier batch, comme on a vu tout à l'heure, un fichier .bat, et j'ai créé un raccourci, et quand j'éteins l'ordinateur, ici,
au lieu de cliquer sur marche arrêt puis arrêter, eh ben, je clique directement sur cette icône pour arrêter l'ordinateur. Si je regarde les propriétés du raccourci, voilà, on voit que j'ai placé arrêt ordinateur.bat, c'est le nom que j'ai donné au fichier, à mon fichier de commande. Et là-dedans, dans ce fichier de commande, eh ben, j'ai la commande shutdown/r qui est éteint l'ordinateur. Et là, je mets démarrer dans eh ben, le répertoire où est placé le fichier bat, hein, qui est dans ces outils portables.bat. Cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous incitera à utiliser ou à creuser un peu ce système de commande. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.